Non, c'était pas ma première arrestation, ce sera peut-être pas ma dernière. Je suis issu d'un peuple qui a été la boussole de l'humanité, la matrice de l'humanité. Un peuple qui par la suite a connu aussi des épreuves extrêmement grandes. D'autres n'auraient pas tenu le quart de ce que nous tenons aujourd'hui. On a connu l'esclavage, donc on a connu les chaînes pendant longtemps. On a connu la colonisation, le néocolonialisme. Je ne vais pas me plaindre parce qu'on me met en prison, ça fait partie des règles et j'ai le cuir très solide, très épais, mon équipe aussi. On se bat pour notre peuple, partout il est installé, et on ne va pas s'arrêter. Que le système néocolonial continue à nous attaquer, on continuera à résister. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de Monsieur Kémy Séba. Je vais parler de ses différentes sorties. Oui, Monsieur Kémy Séba a fait une tournée dans le monde. Il est arrivé en France. Il avait quelqu'un à visiter en France. Il a été arrêté. Donc, Monsieur Kémy Séba a été arrêté. Il a été relâché. Et il a donc décidé de répondre, n'est-ce pas, à l'invitation de plusieurs confrères, de plusieurs télévisions. Il a accepté l'invitation de plusieurs télévisions où il parle de son arrestation et de son relâchement. Je vais partager avec toi la sortie de Kémy Séba donc après son arrestation en France le 14 octobre 2024 parce qu'il a été arrêté le 14 octobre 2024. Donc si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de M. Kémy Séba, notamment de son arrestation du 14 octobre 2024. Il a répondu présent à plusieurs invitations et il a fait donc une sortie où il parle de son arrestation, de son relâchement. Il parle également de ses motivations, de son idéologie et des objectifs qu'il va atteindre, surtout en 2025 en ce qui concerne le Bénin. Dans sa sortie, il a abordé plusieurs points que nous allons écouter pas à pas pour comprendre les motivations, les raisons de son arrestation, pourquoi il a été arrêté, pourquoi il a été relâché, quelles étaient les conséquences. On va parcourir tous ces points donc dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans le premier point, n'est-ce pas, de sa sortie, il nous parle de son arrestation du 14 octobre 2024 en France. Écoutons ce qu'il va dire par rapport à son arrestation. Écoutons et regardons. Alors tout d'abord, je pense qu'il est important de préciser que c'était une tournée globale, internationale, d'accord, qui nous a amenés dans différents endroits en Afrique de l'Ouest, qui ensuite m'ont amené côté de la Turquie. On a rencontré des autorités et on a accordé des entretiens auprès des médias d'État turcs. Et ensuite, après cela, on est parti en Espagne. On a été reçu par des membres de la mouvance de Podemos et on a accordé des interviews aux médias de cette même mouvance. Et après cela, on est parti en Belgique rencontrer des membres aussi de la société civile africaine diasporique. Et entre-temps, avant de repartir en Espagne où j'avais d'autres rencontres, il était important que je rende visite à un membre de ma famille qui est très malade, qui a besoin de moi et qui nécessitait donc ma présence. Je sais qu'en Occident, le rapport des aînés aux cadets, c'est pas un rapport qui est sacré. On a tendance à mettre les aînés, les parents, dès qu'ils sont un petit peu malades ou qu'ils sont dans de grosses difficultés, à les mettre de côté. Moi, je suis un Africain. Et je suis dans une dynamique, justement, du retour à soi et de la connaissance de soi et de la connaissance des siens et du respect du sacré.
Et les parents, c'est quelque chose de sacré. Donc à partir du moment où ma présence était nécessaire, même si ce n'était pas ma première passion que d'aller dans cette zone, j'y suis allé et j'en ai profité pour justement coupler les différentes dynamiques et démarches que je devais effectuer, puisqu'on devait rencontrer des membres de l'opposition qui voulaient me voir depuis un certain nombre de temps. Et donc j'en ai rencontré séparément, et pour des rencontres qui étaient constructives. Et un jour avant ce qui était censé être mon départ, la police, les services secrets, les membres de la DGSI, nous ont sauté dessus, moi et mon collaborateur. On était partis se restaurer avant de rejoindre chacun nos proches, d'accord. Et ils nous sont tombés dessus à 40 dans les rues de Paris, 40 surarmés. Une arrestation violente qui me fait sourire dans le sens où s'ils n'avaient pas la cagoule et si c'était en un contre un, comme je l'ai dit à l'un des policiers, ils n'auraient pas pu lever la main sur nous, ils le savent. Et je me suis retrouvé d'ailleurs à dire que à un des policiers qui faisait trop le fou, toi sans ta cagoule et en tête à tête, ça n'aura pas été la même démarche. Et ils le savent. Mais c'est les réflexes négrophobes d'un système vicié, vérolé, corrompu, d'accord, qui agit dans une dynamique néocoloniale et qui voit le noir rebelle ou la noire rebelle comme du gibier. Et donc ils nous ont arrêtés, arrestation brutale, rien de nouveau pour un homme noir au XXIe siècle. Hein, je veux dire, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, les brutalités policières, c'est quelque chose que l'on vit dans notre chair et qu'on a fini par non pas banaliser. On ne geint pas, on ne pleure pas, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et donc au moment où ils me jettent dans la voiture, il y a un des policiers, un des jeunes policiers membres de la DGSI, qui me dit alors comme ça, Monsieur Seba veut être président du Bénin. Qu'est-ce qu'il a de mieux, Monsieur Seba, que président Patrice Talon? Il est très bien, Patrice Talon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire de mieux que lui? Et je lui ai dit, en quoi un membre de la DGSI se préoccupe de l'avenir politique du Bénin? Et pourquoi un membre de la DGSI va dans une démarche de défendre autant le président Patrice Talon? Est-ce l'un des vôtres pour que vous le défendiez avec autant d'ardeur et que vous inquiétiez autant de mes projets politiques pour le Bénin et pour le peuple noir dans la globalité? C'était une question qui méritait, à mon sens, de réflexion. Je lui ai posé. Après, je lui ai posé. Il a pas continué. Je pense qu'il y avait un de ses supérieurs hiérarchiques qui lui a fait un signe en disant arrête de trop parler. Mais pour moi, il en avait déjà assez dit. Ce qui, dès le départ, plantait le décor. C'est-à-dire que la logique était clairement liée à nos projets politiques au Bénin, aux objectifs qui sont les nôtres, parce qu'ils ont très bien compris qu'en réalité, notre combat est un combat internationaliste noir, géopolitique. On est dans une dynamique du monde multipolaire, donc ça, c'est une dynamique transraciale qui dépasse le cadre des identités et des peuples, d'accord, mais qui va dans le cadre, justement, d'un équilibre global face à l'unipolarité qui est en train d'asphyxier le reste de l'humanité. Et parallèlement à cette réalité, il y a une démarche identitaire noire affirmée. Je suis un homme noir au XXIe siècle. Je me bats pour mes semblables. Je me bats pour mon peuple, que ce soit en Afrique, que ce soit dans sa diaspora, que ce soit dans les territoires d'outre-mer, que ce soit en Occident, que ce soit en Amérique, que ce soit en Océanie, Kanaki, Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, d'accord, que ce soit dans les Amériques, en Amérique du Sud, notamment, j'ai une pensée pour notre peuple du côté de Quito, grand ghetto noir de Colombie, où notre peuple est asphyxié là aussi. Partout où notre peuple est installé, nous sommes. Et il est évident que nous relions cette réalité globale noire au foyer de cette résistance qui est celle que nous constituons, qui est le Bénin, que nous sommes dans une dynamique de vouloir libérer, pour en faire la nouvelle interface de la révolution noire mondiale. C'est l'objectif qui est la nôtre, de la révolution panafricaniste globale, c'est la dynamique qui est la nôtre, et nous l'assumons complètement. Donc ils nous ont arrêtés, moi et mon collaborateur Eric Djouti, coordinateur international de l'ONG Urgence panafricaniste, que les autorités considèrent, alors qu'on n'est pas armé, mais considèrent comme le mouvement noir aujourd'hui le plus dangereux d'après les dires des membres de la DGSI, ce qui me fait sourire. Bon, je sais qu'on n'a pas d'armes ni quoi que ce soit. Et donc on a été jeté au trou, au sous-sol -4 de la DGSI, et on a été gardé à vue environ 72 heures. L'objectif très clair des services de renseignement, c'était de nous mettre au trou pour un bon bout de temps. L'un des policiers d'ailleurs s'est laissé aller à un propos disant que vous risquez pas de revoir la lumière avant un bout de temps, Monsieur Seba. Et je lui ai dit, rira bien qui rira le dernier, vous avez vos plans, Dieu a les siens. On verra qui est le meilleur des planificateurs, même si j'avais une certitude que ça irait dans une direction qui serait en adéquation avec l'avancement de notre projet. Il est important pour avancer sur cette réflexion que je précise une chose, parce que il y a eu des errements de certaines personnes qui découvrent le combat politique au XXIe siècle, ou qui découvrent le combat politique en 2024, et qui se disent, ah, Kémy, il a fait preuve de naïveté, il est venu en France, il savait pas les risques. On mène ce combat depuis 25 ans. Si l'activisme politique était une discipline universitaire, je serais professeur, ou un titre au-dessus. D'accord?
On a commencé ce combat en 1999, à une époque où ça n'intéressait quasiment personne. Et on a gravi les échelons d'une audience groupusculaire jusqu'à une audience où on est aujourd'hui suivi par des millions de gens et on est dans la sphère panafricaniste les plus suivis du monde francophone de très loin et peut-être, de manière cumulée, du monde noir global. C'est une question qui pourrait être largement posée. Et d'ailleurs, la DGSI dit qu'on est les figures centrales du panafricanisme anti-occidental, comme il le qualifie. Moi, je suis pas anti-occidental, je suis anti-oligarchie. L'Occident. C'est très important qu'on le dise. J'ai rien contre le prolétariat occidental de manière générale. C'est absolument pas mon adversaire ou mon problème, tant qu'ils sont pas dans une dynamique d'être dans la logique de la négrophobie. Nous, quand nous décidons de venir rapidement à Paris voir nos proches, moi les miens, par rapport à mon aîné qui est malade, sur lequel j'ai déjà assez parlé, je ne vais pas encore m'étendre, on calcule les risques et on se dit, on sait très bien que les autorités françaises nous ont dans le viseur. Si on nous arrête, comment on planifie? Oui, je pense que nous sommes en 2024 et je crois que les gouvernements occidentaux ou alors l'oligarchie occidentale devraient laisser chaque pays décider de son propre destin. Si M. Kémy Séba s'est engagé, n'est-ce pas, à se désolidariser ou alors à décider de mettre un terme à la France-Afrique au Bénin, c'est de bonne guerre. Il faudrait que l'oligarchie occidentale laisse chaque pays décider de son destin. Chaque pays africain devrait décider de son propre destin. Donc, il est temps pour qu'il y ait... Nous sommes en 2024 et le monde est devenu est devenu un petit village. Donc, on parle maintenant d'un monde multipolaire. Il n'y a plus seulement une grande puissance et les autres, non. Il y a plusieurs grandes puissances et plusieurs pays africains ont compris ça et se sont lancés dans une optique, n'est-ce pas, de diversification des partenariats. Et je pense que l'oligarchie occidentale devrait actualiser son logiciel. Sinon, elle va perdre beaucoup de partenariats en Afrique. Donc, moi, je suis surpris qu'en 2024, qu'on arrête un individu pour son idéologie, pour son combat, un combat que je trouve légitime. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, un peuple qui est tout le temps opprimé, un peuple qui a faim, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, si tu es le président d'un pays, tu es un chef d'État, tu n'es pas proche de ton peuple, tu ne réponds pas aux aspirations de ton peuple, ne sois pas surpris que ce peuple-là revendique, que ce peuple-là se retrouve dans la rue, que ce peuple commence à gréver. Et bienvenue la guerre civile et la conséquence logique, c'est le coup d'État. Donc, si un Africain comme Kémy Séba s'engage à vouloir changer la donne, à vouloir mettre un terme à la France-Afrique au Bénin ou bien dans plusieurs pays en Afrique, je ne trouve pas où est le problème. L'oligarchie occidentale doit juste actualiser son logiciel et revoir ses partenariats et puis continuer. Ce n'est pas comme si M. Kémy Séba est dans une optique de rupture complète. Non, ça ne veut pas dire, comme il crée la rupture, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de partenariat possible entre, par exemple, le Bénin et la France. Non. Au contraire, je pense que le combat de M. Kémy Séba, c'est beaucoup plus dans la direction, n'est-ce pas, d'actualiser le logiciel, de revoir les partenariats pour que ce soit gagnant-gagnant et de permettre à chaque pays de décider du partenariat qu'il veut. Si le Bénin décide que c'est avec la Chine qu'elle va signer un partenariat, pour le Bénin, qui va signer un partenariat, qu'il le fasse. Si le Bénin décide de signer un partenariat avec la Russie, qu'il le fasse. Si la Chine... si le Bénin décide de signer un partenariat avec l'Iran, ou bien avec la Syrie, ou bien avec l'Irak, ou bien avec Israël, ou bien avec l'Allemagne, ou bien avec la France, on s'en fout. Mais le problème de Kémy Séba, c'est que les partenariats doivent être gagnants-gagnants. Et je pense que c'est ça qu'il explique. C'est ça même son combat. Toute action que le système néocolonial mène contre nous est une action qui servira en réalité à la propagation de nos idées et à l'accentuation, à la consolidation de notre agenda. C'était quelque chose d'extrêmement clair. On est dans une dynamique de George Foreman pour Mohamed Ali. Nous, on est Mohamed Ali. Foreman donne tous les coups possibles. Il donne. Et à un moment donné, à force de s'épuiser, la réaction qui est la nôtre est une réaction qui les fait tomber. Ils ont déployé des moyens que, je veux dire, même sous Mesrine, je pense qu'il n'y avait pas autant de policiers, des services secrets qui étaient mobilisés pour ça. C'était n'importe quoi, ce qui s'est passé. Devant tout le monde, dans les rues de Paris, tout le monde l'a vu. Et ils pensaient véritablement mettre fin à notre réalité. Parce que
c'était en réalité une initiative du nouveau ministre de l'Intérieur, d'accord, Bruno Retailleau, qui voulait gonfler les muscles en se disant on va mettre fin à l'existence politique du chef de file du panafricanisme contemporain, on va le mettre à l'ombre. Sauf qu'il n'avait pas prévu une chose, c'est que nos partisans, ils le savent, puisqu'ils le disent dans les notes et dans ce que nous on a lu par rapport aux questions qu'ils nous posaient. Ils sont dans une dynamique de concéder que notre audience est monstrueuse, mais ils ne savaient pas que cette audience allait autant se mobiliser. Je pense qu'ils avaient prévu, en coordination avec les services de la France-Afrique de manière générale, en Côte d'Ivoire, qui est la centrale de la France-Afrique communicationnelle aujourd'hui, et au Bénin, où malheureusement mon pays est pris en otage par un gouvernement, un régime complètement pro-France-africain, qui est une honte pour notre peuple, mais il disparaîtra tôt ou tard, parce qu'aucun régime n'est éternel. Et donc ce sont ces cellules de communication qui ont envahi l'espace numérique lors des premières heures de mon arrestation, parce qu'elles étaient au courant de ce qui allait se passer, et qui ont essayé de tourner en dérision l'arrestation, en disant mais qu'est-ce que Kémy Séba fait à Paris, lui qui est anti-français? J'ai jamais été anti-français, d'accord, c'est pas mon message. Je me bats contre l'oligarchie néolibérale qui a pris en otage la France, c'est pas la même chose. Notre ONG Urgence panafricaniste a mené des actions en collaboration, en fraternité humaine avec les Gilets jaunes constituants contre Bolloré, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. Notre combat, comme le disait Thomas Sankara, c'est pas contre le prolétariat occidental, c'est contre l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine corrompue. C'est la même chose pour nous. Ce sont deux facettes d'une même pièce. Et donc les nôtres qui n'étaient pas au courant, parce que c'était une visite qui n'était pas annoncée dans le cadre de meeting ou autre, ont reçu l'information par le biais des réseaux de communication France-africains qui tournaient en dérision justement la communication au sujet de notre arrestation. Et ce n'est que quand notre ONG Urgence panafricaniste a communiqué, parce que notre organisation est comme une structure qui est enracinée dans la dynamique de la résistance et de la réaction d'urgence, comme son nom l'indique. Et donc, lorsqu'elle a réagi et elle a posé les éléments de langage et elle a contextualisé les raisons de notre venue, là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'espace informationnel? De manière spectaculaire, nos partisans ont commencé de manière intense à réagir, d'accord, sur les réseaux sociaux, en faisant des vidéos, en intervenant, et certains d'entre eux, je ne le revendique pas, mais ont commencé à dire aux autorités françaises que c'était dans leur intérêt que Kémy Séba et son collaborateur Eric Djouti soient libérés. Parce que si Kémy Séba est non violent et que son organisation est non violente, tous ses partisans en Afrique ne le sont pas forcément. Donc il faut faire attention à ne pas attaquer ceux qui sont dans une dynamique de discipline, parce que si vous les attaquez eux, d'autres seront beaucoup moins disciplinés. Et je pense que cet ensemble de réactions en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Europe, en France, de nos partisans, d'accord, dans les Amériques, de manière générale, cela a entraîné que du côté du ministère des Affaires étrangères, qui eux sont sans doute beaucoup plus alertes de la force de réactivité de nos militants et de notre base militante dans le monde, au-delà même de la question des réseaux sociaux, parce que il y a les réseaux sociaux où on a une audience massive, et puis il y a maintenant le terrain, où il y a des gens qui ne s'expriment même pas sur les réseaux sociaux, mais qui s'exprimeraient d'une autre manière si le système néocolonial essayait de nous faire du mal. Dans le deuxième point de sa sortie, il nous donne son avis par rapport à la peine qu'il devrait écoper. On l'a annoncé qu'il écopera avec son associé une peine de 10 et 30 ans. Il donne donc son avis dans la deuxième partie de cet entretien. Écoutons et regardons. Écoute, déjà de manière très simple, c'est un moment opportun à mon sens pour rendre hommage à Juan Branco, qui est pas simplement un avocat, mais qui est que je considère comme un frère en humanité, qui me rappelle à chaque fois que je le vois qu'il faut croire en cette possibilité de l'alliance avec des gens du peuple en Occident, parce que tous les gens en Occident ne sont pas des colons. Tous les gens en Occident ne sont pas des oppresseurs. Tous les gens en Occident ne sont pas des persécuteurs. Il y a des gens qui sont pour la justice sociale. Il y a des gens qui sont véritablement pour la fraternité humaine. Et Juan me rappelle cette réalité parce qu'il, tout comme moi dans mon axe et dans notre activité politique, et lui dans sa voix, il est clairement dans une logique sacrificielle. Il faut pas qu'on se mente, il faut pas qu'on se trompe pour cette réalité. Il est persécuté pour le combat qu'il mène contre l'impérialisme et pour le fait qu'il assiste et qu'il soit aux côtés de tous les résistants africains qui se lèvent dignement pour résister au système oligarchique occidental. Il en paye le prix. Il y a le système français qui essaie aujourd'hui de tout faire pour l'empêcher d'exercer encore le métier d'avocat parce qu'il
il est en train de leur poser des problèmes spectaculaires, parce que c'est un génie du droit, et donc c'est quelque chose qui les préoccupe profondément. Donc je voulais saisir cette occasion pour lui rendre hommage. Et donc, en effet, notre ONG réagit, mais elle réagit en collaboration avec celui qui est notre meilleur allié sur ce terrain-là, qui est Juan Branco, qui, en maîtrisant les éléments du droit, en maîtrisant la jurisprudence, en maîtrisant un certain nombre d'éléments, d'accord, réussit déjà à rappeler, à placer un contexte vis-à-vis justement du parquet qui voulait nous écraser, nous asphyxier en disant que mais déjà vous parlez d'intelligence avec l'ennemi dans le but de susciter de l'hostilité vis-à-vis de la France. Mais nous, on suscite même pas de l'hostilité vis-à-vis de la France. On combat le néocolonialisme. Et le problème, c'est que les autorités néocoloniales françaises sont tellement bêtes que, en nous accusant de cela, elles reconnaissent en réalité que ce que nous dénonçons, c'est la politique qu'ils mènent. Qui se sent morveux se mouche. On n'a jamais dit on attaque les Français. Et je pense faire partie des rares voix qui aujourd'hui font systématiquement le distinguo entre l'oligarchie néolibérale, l'oligarchie néocoloniale et le prolétariat français. Justement. Donc quand elles disent que je veux susciter de la colère contre la France et elles mélangent la politique de l'oligarchie néocoloniale à la France de manière générale, c'est parce que quelque part, de par leur sens de la culpabilité, elles veulent essayer d'essentialiser la critique politique qui les vise pourtant pour l'élargir à une dynamique totalement française, ce qui est une complète et grossière hérésie. Et parallèlement à cette réalité, quand ils disent que intelligence avec l'ennemi, dans le but d'atteindre aux intérêts fondamentaux de l'État, c'est la question que je leur ai posée. J'ai dit, mais c'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État? C'est le franc CFA? C'est les bases militaires? C'est la cooptation de nos dirigeants, comme Patrice Talon coopté par l'Élysée? Ou Alassane Dramati Ouattara par l'Élysée? C'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État? C'est le fait que l'on ne veuille plus que le franc CFA soit adossé à l'euro, qui est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales, et cela anéantit tout processus de compétitivité. Et tout le monde sait aujourd'hui que la balance commerciale des pays d'Afrique, de la zone franc, est déficitaire à cause de ce système. C'est quoi les intérêts fondamentaux de l'État? Et quand je leur posais ces questions, alors que eux m'interrogeaient, à un moment donné, un des inspecteurs de la DGSI me dit « Monsieur Seba, vous parlez beaucoup, on n'est pas dans une interview. » Parce qu'ils sont habitués quand ils posent des questions, parce que les gens aient peur. Mais non, je vais avoir peur de quoi? Je suis en mission pour mes aïeux. Ce que j'ai dans mon ADN, c'est le sang de mes aïeux qui ont été traînés, qui ont été saignés. C'est pour eux qu'on se bat. C'est pour notre peuple qu'on se bat. En Afrique et dans la diaspora. Et donc, je ne peux pas avoir peur ou être effrayé par qui que ce soit. Et je pense que les services de renseignement ont très rapidement compris. Ils posaient les questions. Nous, on répondait, ils disaient oui, mais vous travaillez, vous avez travaillé, collaboré avec Yevgeny Prigozhin, vous avez collaboré avec le Hezbollah, etc. Donc vous êtes déjà. Je dis mais comment ça se fait que ou ils me disent vous avez travaillé, vous avez collaboré avec les Russes ou autres, etc. Je dis mais comment ça se fait que quand les Occidentaux font de la géopolitique, on dit ils sont brillants, c'est des stratèges. Mais quand maintenant des Noirs font parler leur cerveau et créent des alliances aux quatre coins du monde, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, on dit ce sont des subordonnés au terrorisme international. Il n'y a pas de terroristes chez nous. On n'est pas dans une dynamique violente. On réprouve la violence. Je sais qu'il y a objectivement au sein de nos partisans, qui sont très nombreux, des gens qui parfois sont moins patients que moi. Mais moi, je sais pourquoi je prends la non-violence. Je sais très bien pourquoi je le fais. Moi-même, je ne comprends pas le délit qu'il a commis pour écoper d'une telle peine. Lorsque j'ai appris qu'il écopera de cette peine de 10 ou de 30 ans avec son associé, je ne comprends pas quel est le délit qu'il a commis. Je ne sais pas quel est le délit que M. Kémy Séba a commis pour écoper d'une telle peine. Parce qu'il veut défendre les intérêts du Bénin, je ne comprends pas. Monsieur Emmanuel Macron défend les intérêts de la France, ce qui est de bonne guerre. Chaque chef d'État doit défendre les intérêts de son pays. Donc, si M. Kémy Séba se lance dans un combat, dans une logique de défense des intérêts de son pays, où est le problème? Si M. Kémy Séba aspire à la magistrature suprême, où est le problème? C'est un citoyen béninois qui a le droit de poser sa candidature pour être président. Donc, je ne vois pas le délit qu'il a commis
si bien qu'on parle d'une peine de 10, de 30 ans. Je ne comprends pas. En tout cas, continuons à écouter. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus dans la réactivité, dans la virulence. Si tu m'attaquais, s'il fallait que je prenne autre chose, je prenais autre chose. Mais en grandissant et en vieillissant, j'ai compris que la non-violence était une stratégie tellement puissante parce qu'elle discréditait celui qui effectuait des moyens disproportionnés contre toi, aux yeux du monde. Et si tu réagis par la violence vis-à-vis de l'agresseur, tu te mets sur la même table que celui qui t'agresse et on peut te faire passer pour l'agresseur alors que tu es en réalité l'agressé. Mais si quelqu'un effectue des moyens disproportionnés contre toi et que tu laisses cet individu, non pas tu te laisses faire, c'est pas ce que je dis, mais que tu montres les moyens disproportionnés qu'il utilise contre toi, la réponse, la plus belle des réponses, c'est le jugement du monde. Beaucoup plus que toi, ta réaction sur la même table que ce barbare. Tu comprends? Et donc, c'est juste une dynamique stratégique. Je pense véritablement, à 42 ans aujourd'hui, que la non-violence est beaucoup plus efficiente sur un bon nombre de points. Et ça nous permet de rappeler qui sont les criminels et qui sont ceux qui ne le sont pas. C'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Moi, je pense que c'est la pertinence de son combat qui dérange. Parce que si M. Kémy Séba réussit son combat, c'est un frein pour la France-Afrique. Donc, je pense que l'oligarchie occidentale ou alors l'oligarchie française est dans son rôle, c'est-à-dire de protéger la France-Afrique. Parce que pour eux, la France-Afrique doit demeurer. Donc, ça ne me surprend pas. L'oligarchie française reproche à Kémy Séba de collaborer avec l'ennemi. Et M. Kémy Séba, dans le troisième point de son entretien, il nous explique qui est l'ennemi. Parce que quand j'ai écouté l'expression ennemi, je me suis posé d'abord la question, mais il s'agit de quel ennemi? Le fait d'avoir un partenaire autre que la France, ça veut dire que ce partenaire est un ennemi ou quoi? Donc en fait, l'oligarchie française a mis dans sa tête qu'en Afrique, si un pays africain ou alors un pays du précaré français prend un autre partenaire que la France, alors ce partenaire, c'est l'ennemi. Donc, écoutons ce qu'il a dit par rapport à l'ennemi, entre guillemets. Alors, très clairement, déjà, quand il pose cette question, intelligence avec l'ennemi, c'est très intéressant, géopolitiquement. Il m'accuse de travailler, de le dire publiquement, avec différents pays dans le monde. Mais est-ce que le gouvernement français a dit qu'il était en guerre avec la Russie? Non, parce qu'ils se comportent comme des lâches et n'ont pas le courage de leurs opinions et se cachent dans une dynamique peut-être de proxy via l'Ukraine pour attaquer l'autre. Je ne sais pas, j'essaie de réfléchir. Mais officiellement, ils sont pas en guerre. Donc s'ils sont pas en guerre, pourquoi vous nous parlez d'ennemis? Si la Russie est un ennemi, déclarez ouvertement que c'est un ennemi et puis vous allez régler les choses entre vous caucasiens. Je l'ai dit de manière provocatrice, mais tu m'as compris. La Turquie est-elle une nation ennemie du gouvernement français? Pourquoi des entités avec lesquelles elle ne déclare pas la guerre officiellement seraient des entités avec lesquelles nous, nègres marrons du XXIe siècle, on n'aurait pas le droit d'échanger? Eux-mêmes qui te parlent. Au moment où on a commencé à collaborer avec la Russie, 2018, d'accord? Vladimir Poutine était invité en 2018 par Emmanuel Macron, on lui a remis même un prix ou une médaille d'honneur, je ne sais pas trop quoi, pour essayer de sceller l'alliance entre la France et la Russie. Nous, on a interagi à cette période-là avec les Russes. Pourquoi quand nous interagissons avec les Russes, ça devient maléfique? Mais eux, ils ont le droit de recevoir Vladimir Poutine et de discuter avec lui. C'est bizarre. Je sais que dans le logiciel néocolonial français, et depuis surtout le conte de Gobineau, suprémaciste blanc devant l'éternel, les Noirs sont des êtres inférieurs qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes et qui doivent toujours être guidés par des Blancs. C'est ce qu'ils pensent. Et c'est pour cette raison qu'ils estiment que quand on interagit avec des non-noirs, on est toujours dans une logique de subordination. Ça ne marche pas avec nous. Et ceux qui connaissent un minimum notre idéologie savent ce que je pense de la potentialité que quelconque blanc puisse nous diriger. Il faut lire ce que je dis dans l'Afrique libre ou la mort, en 2017, écrit en 2017 et publié en 2018. Ce que je dis sur la potentialité d'un partenariat avec la Russie. On peut pas être plus clair. Je suis très clair dans mes idées. En 2014, quand je parlais de la nécessité de créer des alliances multipolaires, j'en parlais de manière avant-gardiste dans mon ouvrage Black Nihilisme, d'accord? À l'époque, c'était Venezuela et l'Iran dont je parlais, parce que c'était les deux entités avec lesquelles on était en contact. Je disais de manière très claire que nous cherchons des partenariats, mais nous ne chercherons jamais des patrons, parce que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même.
Je suis extrêmement clair. Et je pense que ce qui leur pose problème, c'est d'avoir affaire à des Noirs intelligents. Ce qui leur pose problème, c'est d'avoir affaire à des Noirs qui sont profonds et puissants dans la géostratégie. Pas des Noirs qui sont complètement matrixés par les cours de la Sorbonne ou autres et qui suivent un logiciel qui n'est pas le leur. Mais des Noirs qui sont en adéquation avec un logiciel aligné dans la dynamique de nos intérêts. C'est tout. On fait de la géostratégie souverainiste. On fait de la géostratégie, on fait de l'alliance avec différents blocs dans le but de servir nos intérêts. Et si nous pouvons instrumentaliser n'importe quel partenariat pour nos intérêts, on le fait. On sait très bien qu'en géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Tu comprends ce que je veux dire? Exemple très simple. J'étais en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est une critique virulente, et c'est une nation qui critique de manière virulente, d'accord, le néocolonialisme de la France et d'autres entités occidentales. On se rejoint dessus. Mais de l'autre côté, l'Azerbaïdjan, tout en critiquant l'oligarchie occidentale, elle est alliée à Israël. Et l'Azerbaïdjan sait que moi, je suis un allié fondamental et jusqu'au bout, je le serai de l'Iran tant qu'ils seront dans une dynamique anti-impérialiste. Donc, c'est pas parce que on se retrouve sur certains points que cela signifie qu'on est d'accord sur tout. La Russie, Vladimir Poutine a tenu des propos vis-à-vis des bourgs en Afrique du Sud, ou des Blancs dans certaines contrées du monde face à la violence raciale, ou même en Occident. Vladimir Poutine soutient des partis que je vomis en Occident, comme le RN ou je ne sais quel autre mouvement identitaire en tant que tel. Vous pensez que je suis assez bête pour voir Vladimir Poutine en Messie? C'est comme les services de renseignement qui rédigent ou qui fabriquent nos fiches Wikipédia qui racontent n'importe quoi et qui disent qu'Emi Seba est un admirateur de Vladimir Poutine. Moi, j'ai une tête d'admirateur de Poutine. Moi, je suis admirateur de personne, si ce n'est de notre peuple. Parlez-moi de Kwame Nkrumah. Parlez-moi de Khalid Mohammed. Parlez-moi de Winnie Mandela. Parlez-moi de Kwame Touré, Stokely Carmichael. Parlez-moi du roi Béanzin. Parlez-moi des Agoche. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi en faisant croire qu'on est admirateur des uns ou des autres. Par contre, Poutine est un problème pour l'oligarchie occidentale. Est-ce qu'il y a un problème pour l'oligarchie occidentale? Moi, ça m'arrange. Même si c'est temporaire. L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami. Ça ne me fera jamais mon messie. On ne peut pas être plus clair. Moi, je pense que les partenariats le partenariat entre l'Occident et l'Afrique doit être contextualisé. On doit revoir tout le partenariat entre l'Occident et l'Afrique. Ça doit être revu et contextualisé. C'est-à-dire qu'il est temps que l'oligarchie occidentale, n'est-ce pas, actualise le logiciel si elle veut s'en sortir, si elle veut que l'Afrique continue avec ce partenariat, alors il est temps que l'oligarchie occidentale revoie les clauses de ce partenariat. Dans le quatrième point de cet entretien, de cette interview, M. Kémy Séba nous explique la position occidentale sur le bloc formé par les BRICS, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et la République sud-africaine. Écoutons ce qu'il a dit par rapport à ce bloc. Bon, je commence par la fin et je finis par le début. Nous, on était aux Nations Unies dans le cadre des activités de l'ONG Urgence panafricaniste. On était invité par un organisme qui est agréé au sein des Nations Unies, d'accord, et qui a organisé un panel en invitant des indépendantistes kanak, des indépendantistes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, etc., de Saint-Martin. Et elle nous a invités, cette structure, en tant que souverainistes africains et figure du souverainisme africain global et de la conscience noire au XXIe siècle. Et donc, je suis intervenu avec une délégation de l'ONG Urgence panafricaniste pour rappeler le point de vue des peuples opprimés sur cette problématique du néocolonialisme. Et cette structure, c'est le GIB qui nous a invités. On les remercie d'ailleurs pour cela. Et donc maintenant, pour revenir sur les BRICS, en tant que tel, nous, on était structure observatrice l'année dernière. Objectivement, je vais pas te mentir, on était invité cette année, mais il y avait le choix entre l'ONU et les BRICS. On avait déjà fait les BRICS l'année dernière. On s'est dit, on va faire l'ONU à cette occasion. L'ONU était prévue déjà depuis quelques temps et on s'est dit que stratégiquement, symboliquement, c'était intéressant de pouvoir aussi passer le message dans cet espace, même si on a de grandes réserves aussi, je vais pas mentir, hein, sur l'efficience de l'ONU sur bon nombre de problématiques aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui pensent que cette structure internationale doit être réformée. C'est mon point de vue. Pour revenir aux BRICS, c'est le témoignage matérialisé
de la transformation du monde. On est passé d'un monde unipolaire arrogant, méprisant, dominant, à un monde multipolaire, qu'on le veuille ou non, qui est en effet plus complexe qu'on le dit. C'est pas les uns complètement contre les autres. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des interactions. La Chine interagit avec l'Occident, même s'il y a des grosses concurrences avec les États-Unis et autres. L'Inde interagit avec l'Occident, et même la Russie, dont on dit qu'elle est sous sanctions, à cause non pas d'une guerre avec l'Occident, mais d'une guerre avec l'Ukraine soi-disant, même si en réalité on sait très bien que l'Occident, par lâcheté, se sert de l'Ukraine pour attaquer. Mais ça, j'ai envie de dire, à la limite, c'est leurs histoires. Donc malgré ces sanctions, la Russie parle, et aujourd'hui encore dans certaines interactions commerciales, avec l'Occident. Donc je veux dire, il faut tenir compte de ces nuances, mais il faut aussi réaliser une évidence, qui est que c'est la disparition de l'hégémonie occidentale de manière factuelle. Et dans cette disparition de l'hégémonie occidentale, l'Afrique a un rôle central à jouer. Elle aura un rôle central à jouer, elle a un rôle central à jouer, non pas pour être le tapis sur lequel pourront venir marcher et s'extasier d'autres nations opposées à l'Occident. Non, non, non. Ça sera le nouveau territoire qui formera le centre de gravité du nouveau pouvoir dans ce monde multipolaire. Et nous avons une responsabilité, nous autres du courant panafricaniste, pour orienter l'Afrique dans une autre voie qui ne sera pas une voie de soumission à quelconque entité. C'est-à-dire qu'on ne se débarrasse pas de l'Occident, qu'on soit très clair, pour chercher, soi-disant, des nouveaux maîtres. Ça n'arrivera jamais en ma présence. D'accord? Maintenant, il est évident que nous avons le droit de changer de partenariat. Et si nous estimons que d'autres partenaires géostratégiques sont plus intéressants pour nous, moi, dans le rapport, on est reçu vraiment avec tous les honneurs dans tous les pays opposés à l'hégémonie occidentale aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'on est les voix les plus populaires, on va dire, dans ce courant géopolitique qu'est le panafricanisme au XXIe siècle. Et dans les interactions qu'on a, on voit des gens qui ont compris qu'il faut éviter les leçons de morale, l'arrogance et la volonté d'avoir un projet néocolonial. L'oligarchie occidentale doit savoir que nous sommes actuellement dans un monde multipolaire. Donc, si tu ne veux pas collaborer avec quelqu'un, oui, ce quelqu'un-là va aller trouver d'autres collaborateurs. Donc, il faudrait que l'oligarchie occidentale sache que l'Afrique a actuellement plusieurs possibilités, que l'Afrique a la possibilité d'avoir plusieurs partenariats et plusieurs chefs d'État sont dans cette logique-là de diversifier ces partenariats. C'est très important. C'est très important. Et l'oligarchie occidentale doit revoir ses stratégies, sa géostratégie, doit revoir sa manière de concevoir le partenariat avec les Africains. Sinon, l'oligarchie occidentale va perdre tous ses partenaires africains. C'est très important. Nous sommes en 2024. Il y a maintenant plusieurs grandes puissances dans le monde. Nous sommes dans un monde multipolaire et l'oligarchie occidentale doit le savoir. Continuons à écouter. Et je le dis, les rares fois où certains d'entre eux ont cru qu'ils pouvaient se permettre de pouvoir essayer de diffuser un processus néocolonial, je leur ai dit, vous êtes tombés sur les mauvaises personnes et vous êtes tombés sur le mauvais peuple. Quand je vois par exemple certaines officines de certains pays qui disent oui, c'est important que vous appreniez le chinois, vous appreniez le russe, j'ai écouté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le transfert de technologie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir nous permettre de nous accompagner pour l'exploitation justement des ressources minières. C'est ce qui nous intéresse. L'histoire de parler russe ou de parler chinois, sinon on parle russe, vous allez parler fongbe, un tel va parler wolof, etc. Vous allez apprendre le wolof, le fongbe, etc. et toutes les langues en Afrique qui sont parlées, vous allez les apprendre aussi en Russie, en Chine ou autre. Il faut qu'il y ait une réciprocité. On n'est pas le dépotoir des cultures du monde entier si les autres du monde entier ne sont pas capables d'apprendre de nous aussi. Nous sommes une nouvelle génération. Et quand on va prendre justement nos responsabilités institutionnelles, on est dans cette voie. D'accord? On est en train d'y arriver. C'est vraiment très intéressant. On voit là quelqu'un qui est déterminé, qui a des idéologies, qui a une idéologie, qui a des objectifs, qui sait ce qu'il veut. Je ne connais pas personnellement le personnage Kémy Séba, mais moi je m'intéresse à ses idées. Il a de très bonnes idées, il a une idéologie claire et il est resté constant pendant des années. Il a un objectif et comme il n'a pas pu, il n'a pas pu implémenter ses objectifs en France, il est en train de le faire au Bénin. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. En tout cas, continuez à écouter. Ça fait vraiment plaisir de l'écouter et son combat est noble.
Et le Bénin est la prochaine étape. 2026 est la prochaine étape. Je te le dis et je te le répète, les yeux dans les yeux. Ce pays, qui est le Bénin, va être un pays qui va rappeler à l'humanité entière qu'il faudra respecter l'Africain, l'Africaine, qu'il faudra respecter l'homme noir et la femme noire du continent et de la diaspora. Dans le 5e point de son entretien, il nous explique ce qu'il entend par responsabilité institutionnelle, puisqu'il a utilisé cette expression plusieurs fois. Donc, il essaie d'expliquer ce qu'il entend par là. Écoutons et regardons. Ce que cela signifie, que ce soit la présidence, que ce soit le gouvernement, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte quand on parle de responsabilité institutionnelle. Et nous avons décidé qu'on ne va plus laisser les tenants de la France-Afrique et du système néocolonial diriger nos pays. Donc on prend nos responsabilités. On est aujourd'hui dans un pays au Bénin où le code électoral exclut les 3/4 des candidats des opposants et il n'y a que ceux qui sont validés par le régime talon qui pourront concourir. Ça ne se passera pas comme ça. Soit il y aura un changement civique, un changement structurel qui sera promu par le régime lui-même, qui aura fini par comprendre la nécessité d'être dans une dynamique d'ouverture. Et si c'est pas ça, je crains que d'autres essayent de se frayer d'autres chemins. D'après les échos que j'ai, d'autres risquent de le faire. Lorsqu'on écoute M. Kémy Séba, on comprend très vite que lui et son équipe sont déterminés à mettre un terme à la France-Afrique, d'abord au Bénin et ensuite dans toute l'Afrique. Parce il s'exprime sans langue de bois et il présente de manière claire ses objectifs, il présente de manière claire son idéologie. Donc, M. Kémy Séba est contre la France-Afrique et c'est un grand pilier, n'est-ce pas, de son combat. Il faut le dire. Continuons à écouter ce qu'il a dit par rapport à la responsabilité institutionnelle. Mais les gens ne vont pas accepter d'être exclus. Et je vous le dis, 2026, en tout cas autour de cette période-là, une nouvelle génération va prendre ses responsabilités politiques au Bénin et va faire de ce pays le fer de lance de la révolution africaine au XXIe siècle. C'est une certitude. Au nom de Dieu Tout-Puissant, et par amour de nos aïeux méritants, et dans la ligne droite de quelqu'un comme Béoza. Dans le 6e point de cet entretien, M. Kémy Séba nous explique ce que son relâchement signifie sur le plan géostratégique. Je pense que l'oligarchie occidentale n'a pas compris en fait ce que ça signifie sur le plan géostratégique lorsqu'ils arrêtent M. Kémy Séba ou alors le relâchent. C'est très significatif sur le plan géostratégique. Donc, écoutons ce qu'il a dit par rapport à la signification géostratégique de son relâchement ou alors de son arrestation. On renforce notre combat comme jamais auparavant. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des tensions entre, à mon avis, les deux courants, deux ministères, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'Intérieur, avec leur nouveau super guerrier, là, Bruno Retailleau, pensait voir casser du noir. Et ça n'a pas marché pour lui, parce qu'on n'est pas des noirs qu'on peut casser. Et je pense qu'ils sont en train de le comprendre. Et le ministère des Affaires étrangères a dû dire, non pas parce qu'il apprécie notre combat, le moins s'en faut, il a dû dire au ministère des Affaires intérieures que vous êtes en train de faire exactement ce que les panafricanistes attendent. C'est-à-dire que vous êtes en train de tomber dans leur piège, d'en faire des martyrs, et plus vous les persécutez, plus les Africains, les Antillais, les Noirs dans la diaspora sont en train de les présenter en héros. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé suite à la mobilisation massive qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et en dehors, où ça commençait déjà, beaucoup de gens commençaient à localiser les intérêts français en Afrique francophone. Et je pense qu'ils ont très rapidement fait le calcul, malheureusement trop tard, parce que 3 jours, on a été arrêté lundi après-midi, on est sorti mercredi nuit. C'était déjà des heures de trop, des jours de trop. Et on est ressorti en ayant une audience démultipliée. Je crois qu'on a, en guise d'exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on a gagné plus de 50 000, 60 000, disait une des sœurs de l'organisation, 60 000 followers sur les réseaux sociaux. Je sais plus, c'est sur TikTok, je crois. Une semaine. Ils sont bêtes. Les autorités occidentales sont bêtes. C'est pas malin ce qu'ils font. Et on n'a jamais eu, depuis la période du billet brûlé de francs CFA, autant d'adhésions en un espace-temps aussi réduit. Les gens ouvrent les yeux. Plus on nous attaque, plus cela rappelle à tout un chacun que le combat qu'on mène est un combat qui va dans le sens de l'autodétermination, de l'élévation.
Donc, géopolitiquement, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous. Pour eux, c'est négatif. Leur enquête est toujours ouverte. Ils sont en train d'essayer de chercher comment faire pour pouvoir nous coffrer. Ils essayent. Le colon fait ses plans. Dieu fait les siens. Et Dieu est le meilleur des planificateurs. Moi, j'ai l'impression que l'oligarchie occidentale c'est la seule institution qui n'a pas compris qu'en arrêtant M. Kémy Séba, ou alors en arrêtant M. Kémy Séba, elle le rend plutôt célèbre. Donc, son arrestation le rend davantage célèbre et crédible au sein de l'opinion africaine. Oui. Donc, moi, je pense que c'est peine perdue. L'arrêter, c'est peine perdue. Oui, on peut le chasser du territoire, oui. Mais l'arrêter, l'enfermer, c'est peine perdue parce que il est actuellement entré dans le cœur des Africains. Les Africains sont dans une logique de rupture. Les Africains ne veulent plus qu'on les traite comme des enfants. Les Africains ne veulent plus de ce sentiment de paternalisme. Les Africains veulent voler de leurs propres ailes. Les Africains se sentent déjà responsables, se sentent déjà matures. Donc l'oligarchie occidentale, l'oligarchie française doit comprendre cela. Donc c'est peine perdue. Arrêter M. Kémy Séba est une erreur stratégique parce qu'il est... Ça le rend plus célèbre et plus crédible, n'est-ce pas, au sein de l'opinion africaine. Oui, on constate que l'oligarchie occidentale fonctionne avec les intimidations. Elle intimide M. Kémy Séba par rapport à la profondeur de son combat, par rapport à la pertinence de son combat. Donc, dans le 7e point de cette interview, M. Kémy Séba nous dit ce qu'il pense des intimidations de l'oligarchie occidentale. Écoutons ce qu'il a dit par rapport à ces intimidations. Les organisations qui ont été dissoutes au Conseil des ministres, des organisations qui étaient dans une dynamique éloignée géopolitiquement, mais ça faisait partie d'une croissance, c'est-à-dire que c'était en adéquation avec l'âge qu'on avait, avec la fougue qu'on avait, avec la dynamique de l'époque qu'on avait. C'était pas aussi sophistiqué, aussi structuré et aussi international que ne l'est Urgence panafricaniste. C'était une autre étape, c'était d'autres pages. On a été persécutés très jeunes. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup quand j'entends des gens parfois qui connaissent les coups depuis 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans et qui viennent te dire Kémy, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme cela. Il faut que chacun fasse preuve de pudeur. Il faut vraiment que chacun fasse preuve de pudeur. Parce que ce combat contre le système de la France-Afrique et contre le système néocolonial, on le mène depuis très longtemps. À différentes strates, différents grades, différentes étapes. Mais depuis très longtemps. Et on connaît très bien ce système-là. Et on sait chaque acte que l'on pose. Toujours. Ces sanctions sont en adéquation avec la chute du système néocolonial en Afrique et du système colonial dans les territoires d'outre-mer, là où notre peuple est en train de s'organiser, dans le continent, dans la diaspora, et ils ont besoin de boucs émissaires. Nous sommes leurs boucs émissaires, parce que nous sommes les plus populaires dans ce courant-là. C'est quelque chose qui, pour moi, est normal, fait partie du jeu. Mais le problème qu'ils ont, c'est que il faut qu'ils prient qu'ils nous tuent avant. Parce que s'ils ne tuent pas avant, et qu'on va là où on est programmé pour aller, depuis très longtemps, je vous le dis, je te le dis, et je le dis à tous les téléspectateurs, on sera leur terminus. Et ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure avec un L majuscule pour lire et un H majuscule pour heure. Quant à Juan, je pense que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il est le prototype aujourd'hui de ce qu'est la résistance en France, d'une souffrance, même si lui est issu d'une classe sociale entre guillemets privilégiée, mais c'est ce qu'on appelle les métis sociaux, c'est-à-dire qu'il a fait partie d'une catégorie sociale très privilégiée, mais qui justement, parce qu'il a été par la suite en contact avec la classe sociale la plus défavorisée, n'a pas accepté ceux qui étaient privés autant de privilèges, ceux qui étaient autant dans une dynamique d'être déconnectés de tout socialement et politiquement, et il s'en est fait les défenseurs. Et c'est quelque chose qui est classique dans les histoires révolutionnaires, de manière générale, et les coups qu'il prend aujourd'hui sont les coups que reçoivent ceux qui ont décidé de se dresser contre l'inique, contre l'injuste, contre l'inacceptable. Et il faut aussi que les gens comprennent que, à cette période de l'histoire, les réseaux sociaux, l'urgence panafricaniste a moins ce problème, parce qu'on a quand même une base sur le terrain qui existe depuis très longtemps avant l'explosion des réseaux sociaux et qui a grandi parallèlement justement aux réseaux sociaux. Mais quelqu'un comme Juan, il faut que
le peuple qui l'aime et qui le soutient se rende compte qu'il est à une étape où il a besoin d'être protégé. Il a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'être soutenu. Parce que ce combat de sacrifice qu'il mène, si on n'a plus Juan, on sentira ce manque. Il faut que chacun puisse se mobiliser pour l'accompagner et le soutenir. Je pense que c'est important. Moi, je pense que M. Kémy Séba est un combattant de longue date. Il a commencé très tôt, il a commencé très jeune et très tôt, on le mettait déjà dans les prisons en France et tout. C'est un combattant de longue date qui ne recule devant rien, qui sait ce qu'il veut, qui a des objectifs, qui a fixé un cap et je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut empêcher M. Kémy Séba d'atteindre son objectif. Donc, c'est quelqu'un, quand je l'observe, c'est un jusqu'au boutiste. Il est prêt à tout, il est même prêt à mourir pour ses idées. Donc, ces intimidations de l'oligarchie française le laissent à 37 degrés et il le dit. Donc, et M. Kémy Séba conclut son interview en précisant clairement qu'il n'a pas peur de se faire de nouveau arrêter. Écoutons ce qu'il dit par rapport à cette supposée crainte. Non, c'était pas ma première arrestation, ce sera peut-être pas ma dernière. Je suis issu d'un peuple qui a été la boussole de l'humanité, la matrice de l'humanité. Un peuple qui par la suite a connu aussi des épreuves extrêmement grandes. D'autres n'auraient pas tenu le quart de ce que nous tenons aujourd'hui. On a connu l'esclavage, donc on a connu les chaînes pendant longtemps. On a connu la colonisation, le néocolonialisme. Je vais pas me plaindre parce qu'on me met en prison, ça fait partie des règles et j'ai le cuir très solide, très épais, mon équipe aussi. On se bat pour notre peuple, partout il est installé, et on va pas s'arrêter. Que le système néocolonial continue à nous attaquer, on continuera à résister. Donc je pense que M. Kémy Séba est clair, il a été clair dans cet entretien, il a dit tout ce qu'il pense, il a exposé ses objectifs, il a dit ce qu'il prévoit faire, il a dit exactement ce qu'il entreprend faire au Bénin dans les prochaines années. Donc voilà, c'est sa personne, c'est sa particularité, il a toujours été comme ça, il est resté droit dans ses bottes pendant des années. Et il combat le même combat depuis longtemps et c'est pas quelqu'un qui recule devant quelque chose. Quand il a un objectif, il fait tout pour atteindre cet objectif là. Voilà, qu'est-ce qu'on retient donc de ce témoignage, qu'est-ce qu'on retient de cette interview? Voilà, on retient que l'oligarchie occidentale doit laisser chaque pays africain décider de son propre destin. Ça, c'est la première chose qu'on retient. La deuxième chose qu'on retient, c'est que les partenariats entre l'Occident et l'Afrique doivent être revus. Et ces partenariats doivent être contextualisés. On doit revoir les clauses de ces partenariats, ajuster là où on peut ajuster, parce que nous sommes actuellement dans un monde multipolaire. Ce n'est plus seulement la France qui est le partenaire, qui est le seul partenaire. Il y a plusieurs partenaires. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a aussi la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Inde. Il y a plusieurs pays qui peuvent faire des affaires en Afrique. Il y a plusieurs pays avec lesquels les chefs d'État africains peuvent signer des partenariats. Donc, l'autre chose qu'on retient de ce témoignage, c'est que ce sentiment de paternalisme de l'oligarchie occidentale envers l'Afrique doit cesser. Les Africains ont grandi, les Africains sont en train de s'émanciper. Il y a une rupture qui est visible. Donc l'oligarchie occidentale ferait mieux, n'est-ce pas, d'actualiser, n'est-ce pas, ces partenariats-là s'ils veulent s'en sortir, s'ils veulent que les Africains conservent les partenariats avec eux. L'autre point, ou alors l'autre chose qu'on retient de ce témoignage, de cette interview de M. Kémy Séba, c'est que les Africains doivent tout faire, alors tout, pour récupérer leur souveraineté. Quand je parle de souveraineté, ici, je ne parle pas seulement de la souveraineté monétaire, je parle également de la souveraineté monétaire, de la souveraineté militaire. On voit toujours les bases étrangères, les bases militaires étrangères un peu de partout dans le continent et tout. Donc, si les Africains aspirent au développement, ils sont obligés de récupérer leur souveraineté. Tout commence par la souveraineté
monétaire, c'est très important. En tout cas, je vais aborder la thématique sur la souveraineté monétaire dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose de cet entretien. J'espère que la sortie de M. Kémy Séba t'a enseigné. J'espère que tu as trouvé cette vidéo pertinente. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, voilà, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.